Amis des ions, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai reçu un email de Christophe qui me demandait conseil pour la fabrication d'un générateur d'ions négatifs. Et je me suis dit que ça pourrait faire un sujet de vidéo, d'autant plus que j'ai déjà construit quelques exemplaires de ces appareils avec plus ou moins de succès. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces générateurs d'ions négatifs? L'idée, c'est de pouvoir mettre dans l'air donc des ions. Je rappelle qu'un ion, c'est un atome ou un ensemble d'atomes chargés électriquement, de façon positive ou négative, par un ajout ou une suppression d'électrons. Et si on en croit certaines sources, les générateurs d'ions négatifs donneraient un certain nombre d'avantages. Donc l'idée, c'est d'améliorer la qualité de l'air. L'idée, c'est que ces ions, ils vont quelque part agglomérer la poussière, les pollens, les moisissures, enfin des trucs comme ça, en les rendant plus lourds, et donc quelque part les faire tomber ou les coller aux parois, ce qui aurait tendance à épurer l'air. L'idée, c'est que, comme ça va enlever toutes ces microparticules, en particulier par exemple, les pollens, ça les enlèverait de l'air, où ils font parfois, chez certaines personnes, des réactions allergiques. On dit que ça pourrait améliorer le niveau de sérotonine, que ça rendrait beau et heureux, enfin bon, je sais pas, que ça pourrait augmenter la concentration, que ça pourrait éventuellement tuer certains virus, et que ça pourrait améliorer le sommeil. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on peut trouver si on demande à une IA ou sur Internet les avantages. Alors bon, moi ce que je vous dis, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est pas forcément ce que je pense. D'ailleurs, même l'IA qui m'a généré ce texte, je reconnais que je me suis servi de plusieurs IA pour le générer, ils mettent en garde en disant il n'y a rien qui prouve ça. D'ailleurs, on demande aussi sur Internet l'inconvénient. Déjà, sur la santé, il semblerait que les études sérieuses qui disent que ça fait du bien, pas tant que ça. Les appareils qui génèrent des ions négatifs, dans certains cas, peuvent aussi produire de l'ozone. Et l'ozone, ça par contre, c'est pas une très bonne idée. Je rappelle que l'ozone, c'est un composé allotropique de l'oxygène, c'est-à-dire que l'oxygène peut utiliser souvent sous forme de dioxygène, c'est-à-dire 2 atomes d'oxygène, ou sous forme d'ozone, c'est O3. Et l'ozone, c'est quelque chose qui est un polluant, ça peut donner des maladies respiratoires, ça peut donner mal à la tête, et ça a une odeur, contrairement au dioxygène qu'on sent pas. L'ozone a une odeur qui est très caractéristique. On a tous des fois connu ça, par exemple l'hiver, quand l'air est très sec, si on enlève un pull en laine, on entend des petits crépitements qui sont liés en fait à l'électricité statique qui crée des mini-éclairs. Et souvent, ces petits éclairs génèrent de l'ozone à partir de l'oxygène, qui a cette odeur qui est assez reconnaissable. Mais l'ozone, voilà, c'est pas quelque chose de positif. Et alors même si l'ozone a tendance, avec le temps, à se recombiner en dioxygène, qui lui n'est pas nocif, voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être assez gênant en fait avec certains de ces appareils. Certains experts disent que, en fait, voilà, ces trucs-là, c'est plus l'effet placebo que une véritable action. Pour en être sûr, il faudrait faire ce qu'on appelle des tests en double aveugle, où voilà, les utilisateurs ne savent pas s'ils sont soumis à réellement des ions négatifs ou pas, et pourraient dire s'ils en ressentent les effets. Ça attire, comme on l'a vu, les particules polluantes, mais ça les supprime pas. Quelque part, ça a tendance à les déplacer, un petit peu comme un ventilateur. Un ventilateur, ça refroidit pas l'air, ça le déplace. Là, c'est un petit peu pareil. Il semblerait que déjà, pour que éventuellement ça fasse beaucoup d'ions négatifs, il faut quand même des sacrés générateurs. Les 3/4 des petits générateurs, de toute façon, en font tellement peu que ça aurait peu d'effet. Certains appareils, plus ou moins mal conçus, et ça j'ai pu le constater, ça consomme beaucoup d'énergie pour finalement pas grand-chose. Et puis voilà, c'est un petit peu un domaine où on est dans le... bon, voilà, en gros, si on y croit, ça marche, si on n'y croit pas, ça marche pas. Il n'y a pas réellement de réglementation, de normes, de choses comme ça. Donc, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est dangereux? On ne sait pas. Bon, moi, je vais être franc. J'en ai fabriqué dans le temps. J'en ai fabriqué 2 ou 3 de ces trucs-là, dont un qui était soi-disant top du top. Bon, je l'ai fabriqué, apparemment, il fonctionnait, mais je vais être franc, j'ai pas ressenti d'effet notable. Donc, au bout d'un moment, je l'ai arrêté, parce que je me suis dit, ce truc-là, même s'il consomme très peu d'électricité, il en consomme quand même, et pour finalement pas grand-chose. Donc, voilà. Bon, c'est un sujet sur lequel je m'estime un petit peu incompétent, manquant vraiment d'informations factuelles pour dire si c'est bien ou pas bien. Donc voilà, là, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu
les différents arguments qu'on peut trouver. Je vous laisse éventuellement faire vos propres recherches ou estimer si vous pensez que c'est rentable ou pas. Alors, on trouve quand même un certain nombre d'appareils dans le commerce. Je vous en ai mis ici quelques photos. Alors, ce qu'on trouve très facilement sur les sites chinois, c'est ces petits modules là. J'en ai acheté un ou deux. Voilà, là on voit que ça donne du 6 kV en sortie pour une alimentation de 9 à 15 volts. Ça consomme généralement pas mal de courant. Ça a un mauvais rendement. Enfin, moi, ce que j'avais, il chauffait beaucoup. Ça fonctionne. Mais, d'après ce que j'ai pu voir aussi, ça fonctionne pas forcément longtemps. Vu que ça chauffe pas mal. Voilà, c'est bon. C'est le seul avantage de ces petits modules, c'est qu'ils coûtent pas cher. À mesure où, si je me rappelle bien, ça coûte moins de 2 euros, ces trucs-là. Bon, enfin. Après, c'est pareil, moi j'en ai testé, peut-être qu'il y en a des bons. Sinon, comme on peut voir, voilà, on en trouve des comme ça, des comme ça, des avec des espèces de petits plumeaux qui permettent de dissiper les charges, voire des modèles un peu plus sophistiqués, comme on peut voir, programmables et tout et tout. Certains avec des ventilateurs pour disperser l'air et tout. On peut trouver ça un petit peu à tous les prix et un peu à toutes les sauces. Mais bien sûr, l'idée, c'est qu'on peut éventuellement le faire soi-même. Alors ça, si on cherche sur Internet, on va trouver plein de schémas qui expliquent ça. Mais en gros, ils sont tous basés sur un peu le même principe. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ça va utiliser ce qu'on appelle des multiplicateurs de tension, qui, à partir d'une tension alternative, vont générer une tension négative continue de plusieurs kilovolts. Derrière cette tension, on va les mettre sur des pointes. Hein, ça utilise ce qu'on appelle l'effet de pointe, où voilà, ça va générer des ions dans l'air. Alors, c'est des courants qui sont très faibles et généralement limités, donc en théorie c'est sans danger. Alors maintenant, pour en avoir fabriqué, enfin si on touche la pointe, des fois on peut se prendre une secousse quand même. Enfin voilà, c'est des hautes tensions, mais avec quand même très peu de courant. Je rappelle que comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous enlevez votre pull et que ça fait des petits cracks, il y a plusieurs kilovolts pour faire ces petits éclairs, ça vous tue pas. L'électricité dite statique. Et alors, dans certains montages, on voit que on peut rajouter un ventilo. Là, je vous ai mis une photo, par exemple, d'un montage qu'on trouve sur le net, où on voit toutes ces pointes-là, et derrière, ce ventilateur. Je vais vous présenter quelques schémas de ces appareils, et on va voir un petit peu donc comment ils fonctionnent. Donc là, on voit un premier schéma qui se branche directement sur le secteur. On voit que le secteur se branche ici. Et on a ici une structure qui, on voit, se répète. Et c'est une structure qui est très, très connue, hein, qui permet de faire ce qu'on appelle des multiplicateurs de tension. En gros, chaque alternance va charger un condensateur, et derrière étant chargé, l'alternance d'après va charger celui d'après, et très rapidement, en fait, ça revient à mettre en fait des condensateurs en série, si on regarde bien, d'un côté positif et négatif. Et donc, plus on va mettre des tâches comme ça, plus on va avoir à la fin une autre tension. Donc celui-ci, par exemple, je crois qu'il est donné pour donner 3000 volts ou un truc comme ça. C'est vraiment des montages assez connus, hein. C'est assez facile à faire. Hein. On voit, il suffit d'avoir des condensateurs, de la diode. Alors comme chaque étage, lui, ne fait la tension qu'avec l'étage d'avant, une AN4007, ça peut suffire. Je veux dire, même si la tension globale à la fin fait plusieurs milliers de volts, les diodes et les condensateurs ne sont pas soumis à cette tension-là. Et bien sûr, à la fin, on met ici ces résistances en série qui vont permettre donc de limiter le courant. Et je rappelle que c'est important de les mettre en série, hein, comme j'ai déjà dit. Les résistances ne tiennent pas, c'est vraiment une très haute tension. Donc, mettre par exemple une résistance de 10 mégohms au lieu de mettre 3 de 3,3, c'est pas pareil. Il faut vraiment mettre 3 résistances ici. Et derrière, on va mettre ici donc ces pointes, sachant que là, par exemple, c'est mis dans un blindage qui potentiellement peut être relié ici à la Terre. Donc voilà, comme on le voit, c'est assez facile à fabriquer, en fait. On peut même faire ça plus ou moins en l'air. Après, attention quand même, hein, si vous bricolez hein, ce genre de montage, potentiellement, il n'est pas isolé galvaniquement du secteur. Même si ici, je veux dire, il y a quand même une isolation qui est faite par les condensateurs, quelque part, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Et comme j'ai dit, même si ici, en théorie, il n'y a pas assez de courant pour être dangereux, ça peut quand même secouer. Enfin voilà, donc ça c'est une première possibilité pour faire ce montage soi-même. Alors là j'ai trouvé ce montage que j'ai trouvé assez intéressant, qui est basé sur une bidouille sur une vieille THT de télé. En gros, on récupère d'une vieille THT que la partie bobinage haute tension, et on va mettre directement sur le noyau de ferrite qu'il y a souvent autour, quelques spires, qu'on va piloter avec ce montage. Donc ce montage qui est basé ici sur un thyristor.
Donc comment ça fonctionne? On va redresser une des alternances du secteur qui va permettre de charger via cette résistance ce condensateur ici. Donc là, on va se retrouver avec les 320 volts crête du secteur. Derrière, on va venir charger via ces deux résistances ce condensateur-là. Donc la tension ici va augmenter. Et là, on utilise un néon. On aurait aussi pu mettre ce qu'on appelle un diac, je vous en ai déjà parlé. Et le néon, quand la tension de ces bandes va être de l'ordre de 60 volts, il va devenir passant, ce qui va permettre d'amorcer ici le thyristor. Et le thyristor va à ce moment-là décharger ici le condensateur via la bobine. Et derrière, donc ici donner une impulsion, parce que une fois que ça va être déchargé, le courant dans le thyristor va devenir insuffisant pour le maintenir passant, donc il va se rebloquer. Et derrière, bah voilà, ça va recommencer. Donc ici, on va avoir ces pics répétitifs, et l'ajustable ici va permettre de régler la fréquence de ces pics. Et derrière, c'est un système qu'on appelle flyback, je vous en ai déjà parlé. On va récupérer ici les impulsions négatives pour charger là ce condensateur haute tension. Alors, attention, là il faut un condensateur qui tient la haute tension. Par exemple, si c'est, je sais pas, 6 kV, il faut mettre un condensateur qui tient cette tension-là. Et là, via cette résistance, et comme j'ai dit, c'est pas une très bonne idée là de mettre une résistance de 10 mégohms, il faudrait mieux mettre 3 résistances de 3-4 mégohms en série, va générer ce système. Donc c'est une techno à mon avis assez ancienne. Je trouvais qu'elle était intéressante. C'est assez souvent, notamment qu'on peut utiliser les néons, qui ont aussi cette capacité de décharge et donc de résistance négative un petit peu comme un diac. Donc voilà, sur ces schémas-là, à chaque fois je vous mets ici la source de la page où je l'ai trouvé sur internet. Alors là, on va trouver un petit peu le même montage, mais qui lui est isolé du secteur. On voit que le montage d'ici n'est pas isolé du secteur. Il n'y a aucune isolation galvanique. Alors que ce montage-là peut s'alimenter avec des piles ou des batteries. Là, l'idée, c'est qu'on voit a priori ce qui serait deux batteries de 3,7 volts en série. Voilà. Et là, via cet interrupteur, ça va venir ici alimenter ce classique multivibrateur d'Abraham Bloch, qui est ce qu'on appelle un multivibrateur astable, qui va donc ici donner des créneaux dont on peut régler ici le rapport cyclique à l'aide ici de ce potentiomètre. Et là, donc, on va avoir un signal rectangulaire de 0 à 3,5 volts à 1,3 kHz. La fréquence est fixée par les deux condensateurs ici et les résistances. Par contre, grâce à cet ajustable, on va pouvoir faire varier le duty cycle. Derrière ici, on a un premier étage adaptateur d'impédance et inverseur qui derrière pilote ici ce MOSFET de puissance qui va donc donner ici des impulsions sur la bobine ici primaire du transformateur. Donc là, on aurait peut-être pu mettre un petit snubber, mais enfin bon. Pour l'instant, c'est fait comme ça. Et derrière, ça c'est récupéré de la THT d'un ancien téléviseur à tube cathodique. Et donc là, ça peut sortir vraiment de la très très haute tension. Là, on voit qu'on est à 30 000 volts. Et derrière, pareil, ici, il n'y a qu'une seule résistance. Mais encore une fois, ici, c'est beaucoup mieux d'en mettre plusieurs, parce qu'elle ne tiendra certainement pas les 30 kV. Et là, on va retrouver ce système de grilles et d'aiguilles pour avoir la génération d'ions. C'est-à-dire que comme ils doivent être négatifs, voilà, l'aiguille se met ici sur le... Donc ici, l'idée, c'est que on va avoir quelque chose qui est complètement isolé du secteur, qui est potentiellement portable, vu que c'est alimenté par batterie, et qui va permettre donc de générer ici ces ions de façon complètement isolée. Et pour finir, ici, on va voir un montage avec l'hyper classique et légendaire NE555, qui ici utilise une bobine, ce qu'on appelle éventuellement un autotransfo, sachant que là, le dessin est un peu trompeur. À mon avis, il y a beaucoup plus de spire à cet endroit-là qu'à cet endroit-là. Donc là, on va retrouver, c'est un peu la même idée, mais là, c'est isolé du secteur. C'est un transfo d'alimentation qui donne du 12 volts et assure une isolation galvanique du secteur. Ici, le pont de diode. Donc ici, après le pont, ici, on a aux alentours de 17 volts. C'est la tension crête secondaire redressée. Là, on a de façon très classique ce 555 monté aussi en multivibrateur astable, avec un duty cycle qui est aussi fixé par le rapport de résistance là. Et donc là, qui va venir piloter ce montage d'Arlington ici, et qui va donc périodiquement, pareil, donner des impulsions sur ce transfo, qui va, pareil, un système flyback, ici générer la haute tension à cet endroit-là, sachant que là, voilà, il s'alimente aussi
avec le secondaire, un ventilo qui permettra de générer l'air. Donc là, bien sûr, il faut quand même une bobine qui a un sacré rapport. Parce que dans ce montage, on pourrait aussi utiliser un montage qui ressemble à ça, mais encore une fois, attention ici au condensateur. Ces condensateurs-là doivent quand même tenir la sacrée haute tension qu'on va trouver là. Donc voilà pour cet épisode 62 de la série Schéma, qui vous donne quelques exemples de générateurs. À vous de voir ou pas, hein, comme j'ai dit, si c'est une bonne idée d'acheter ou de fabriquer ce genre de choses. Personnellement, je vous dis, moi j'ai rien constaté de positif à utiliser ça, mais j'ai pas réellement d'avis tranché sur la question. Dans tous les cas, on voit que c'est des montages qui sont avec des hautes tensions, éventuellement, et ou voire reliés directement au secteur. Et là, je ne peux que vous recommander, si vous voulez bricoler ça, de prendre toutes les précautions, de façon à bien isoler, de faire attention. Hein, je vous renvoie sur ma vidéo qui vous explique quelques conseils quand vous travaillez sur les tensions secteurs pour éviter de finir carbonisé. Bon voilà, donc pour info, on est le mercredi 10 septembre, hein, on est en fin de journée, et je tourne cette vidéo alors que c'est bientôt la quille pour moi, hein, dans la mesure où il ne me reste plus que 3 jours de travail avant d'être enfin à la retraite. Et alors ça c'est bizarre en fait, parce que comme d'habitude, moi j'ai des tas de réunions toute la journée pour le travail. Mais là, très souvent, c'est des réunions où on me dit « Ah, c'est la dernière fois que tu fais la réunion sur tel truc, c'est la dernière fois que tu fais telle réunion. » C'est assez bizarre, finalement. Bon, enfin, heureusement, c'est pas la dernière fois parce que je vais passer l'arme à gauche, parce que je vais profiter de cette retraite bien méritée. Donc, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas si désagréable que ça. Tiens, Caroline, ça va? Alors, est-ce que je vais profiter d'être à la retraite pour faire plus de sport? Plus. Je vais aller promener mon chien, mais c'est le sport. Bon, c'est quand même bien connu que ça fait du bien, mais c'est quoi finalement l'idée? C'est de mourir en bonne santé? Allez, là-dessus, en fait, si vous voulez respirer du bon air, plutôt que de fabriquer des électrons artificiels comme ça, venez donc vous promener au bord de la mer, ça sera bien mieux. Vu que les ions négatifs vous apportent des effets positifs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.